Bonjour à tous. Donc, nous allons faire une petite promenade dans plusieurs sites archéologiques, 3 sites que j'ai eu l'occasion de traiter. Le site de la Châtaie-sur-Loire que vous voyez ici, qui est une ville absolument extraordinaire construite autour d'un grand monastère à côté d'un pont sur la Loire. C'est probablement le pont qui est à l'origine de la construction d'ensemble. Une ville s'est greffée, le tout étant dans un grand amphithéâtre. C'est un site absolument extraordinaire. Donc voilà le problème qui avait été traité, des fouilles qui avaient été ouvertes, qui ont duré à peu près 20-30 ans comme ça, et qui finissaient par agacer un peu les Charitois. Deuxième site dont on dira quelques mots, le site du musée de Cluny à Paris, donc un édifice absolument extraordinaire, le jumelage d'un hôtel particulier médiéval tardif, on peut dire, qui est à droite dans les arbres, et puis de thermes romains à gauche. Et le tout a été complètement isolé par un quartier soumis à une haussmannisation violente. On est là au cœur de Paris, au croisement du boulevard Saint-Germain et du boulevard Saint-Michel. On a créé un espèce de square autour de cet ensemble qui paraît maintenant un peu hors sol. C'est tout à fait étrange. Donc voilà la confrontation entre une ville du 19e siècle avec ses grilles et ses arbres, et puis tout d'un coup, un bâtiment qu'on imagine tout droit sorti de Rome. Enfin, le dernier cas sera le jardin de Cybèle à Vienne en France, au sud de Lyon, où on a quelque chose de tout à fait étonnant. On a d'une part des portes du forum que vous voyez en bas, qui étaient avant tirées dans les maisons, qui sont maintenant libres de toute construction, et puis des fouilles qui ont été faites et qui ont donné lieu à un certain nombre de vestiges et un premier aménagement de ces vestiges qui est tout à fait intéressant. Je peux essayer de régler pour que l'enregistrement au moins soit bien. Donc, pardon. On est partagé parce que ça marche. Voilà. Donc, une première clarification de vocabulaire qui me paraît importante. Il y a 2 choses qu'il faut bien distinguer, c'est les ruines. Là, on est devant des ruines, c'est-à-dire des bâtiments qui ont franchi les siècles et dont le profil lui-même est devenu un élément patrimonial intéressant. Et puis, ce que j'appellerais des vestiges archéologiques qui sont le fruit de la science archéologique, de fouilles, qui dégagent des éléments, souvent des structures maçonnées relativement informes. Et quelle est la finalité de l'archéologie? C'est de la science, c'est de faire des rapports à la fois écrits et graphiques, éventuellement classer du matériel dans des dépôts où on met le matériel archéologique, ce qu'on a découvert dans la fouille. Et puis la logique, c'est de tout reboucher. Donc dans quel cas, dans quelle mesure, ça peut être intéressant parfois de garder ces vestiges comme des éléments intéressants à regarder. C'est une question qu'il faut absolument se poser parce que l'on s'aperçoit qu'un certain nombre de sites archéologiques sont très intéressants sur le moment, tant que la passion est là, tant que l'archéologue, le fouilleur arrive à communiquer ce qu'il sait, mais 20, 30 ans, 50 ans après, ça devient des sites qui n'intéressent plus vraiment le public, sont plus vraiment très attractifs et qui posent des tas de problèmes. Donc voilà les questions que l'on peut aborder. Donc ce que je voudrais dire, c'est que dans l'aménagement d'un site archéologique, on va toujours être confronté à 3 questions qui sont toujours les mêmes. La question du sol. Donc, un sol archéologique, par définition, c'est plus bas qu'un sol moderne. Ici, on est au musée de Cluny, on voit le sol quelques mètres sous le sol actuel qui se situe très près du bas de la grille qu'on voit là-haut. Et donc, on a toujours ce problème de différence de sol avec évidemment des questions d'écoulement d'eau, des questions de traitement de ce sol. C'est un des premiers problèmes auxquels on est confronté. Ici, au jardin de Cybèle, donc à Vienne, à droite, le sol moderne, avec également un petit redent dit le square Bassy qui vient au milieu des fouilles, qui est une partie qui n'a pas été fouillée, et puis le sol antique qui a été fouillé et qui est en contrebas. Deuxième constante qu'on va voir toujours, c'est le problème de l'eau. On dégage un vestige archéologique et immédiatement, il va se dégrader. Ça va être très problématique. Donc, 2 solutions, couvrir ce que vous avez là, et deuxième solution, protéger les arases, les vestiges et reconstruire le haut des murs. On s'aperçoit très souvent que dans un site archéologique, on a affaire à de véritables reconstructions et que sur 50 ou 60 cm, les murs sont plus du 21e siècle ou du 20e siècle que de l'époque romaine ou médiévale. Troisième constante qu'on va toujours retrouver, c'est le problème de la vue.
on essaye de mettre en valeur un site archéologique, des vestiges, et il va falloir le voir. Donc, comment est-ce qu'on regarde les vestiges archéologiques? Il faut construire des passerelles, il faut construire des belvédères, il faut avoir un appareil éventuellement de médiation, comme vous voyez en haut. Et puis, quand on a des remarquables mosaïques comme à droite, il faut les regarder de très haut pour avoir une vue un peu intéressante. Donc, toujours, cette question va revenir de façon lancinante. Comment on regarde un vestige et à partir de quand on y comprend quelque chose? Alors, un aménagement tout à fait somptueux en Suisse qui me paraît être maintenant une grande date. Tout est bien, on a des clins, l'air circule, on a une passerelle belvédère, on a un escalier qui ne touche même pas le sol pour bien distinguer le sol archéologique du sol moderne. On a ces lignes noires qui nous rappellent qu'il y a un sol moderne et un sol ancien, et puis on a le vestige. Alors, plusieurs questions, plusieurs interrogations. On arrive, on se dit, tout ça pour ça. C'est-à-dire quand on voit ce qu'on montre à droite, on se dit, c'est quand même assez impressionnant le contraste entre la beauté, la somptuosité du bâtiment et le vestige en question. Donc, on se dit, c'est peut-être l'archéologie comme un signe extérieur de richesse, d'ancienneté d'abord, de richesse ensuite. On se dit, il y a peut-être un petit complexe suisse face à l'Italie. Et puis, pour finir, on se dit, il faut peut-être regarder ça comme un jardin zen, comme une espèce de méditation sur le temps qui passe. Et c'est quand même très beau comme ça. Mais voilà, c'est une réflexion qu'on est obligé d'avoir sur chaque site archéologique. Qu'est-ce qu'on veut montrer, pourquoi faire? Et est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que réellement ça aura de l'intérêt pour les générations futures? Deuxième question qui a été très importante dans le site de la Châtellerault-sur-Loire, c'est les structures de protection. C'est bien de faire des structures de protection. Ici, vous en avez une absolument remarquable qui a été faite par Paul Andreu sur des vestiges du Mont-Beuvray. Et ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on n'a pas de fondation, donc on est posé sur le vestige, d'où ces espèces de gros contrepoids. Mais personnellement, il me semble que ça pose quand même un problème, c'est qu'on est beaucoup plus attiré, la vue est beaucoup plus attirée, peut-être parce que je suis architecte, mais par la structure qui est très intéressante, que par ce qu'il y a dessous. C'est-à-dire que je verrais plus ça sur une patinoire ou une piscine que sur des vestiges archéologiques qui ont toujours un caractère un peu informe, qui est difficile de mettre en valeur et qu'on peut rapidement tuer. Donc, comment est-ce qu'on peut ne pas tuer sur le plan purement plastique un vestige archéologique? Également, là, vous voyez un musée absolument superbe, c'est celui de Vaison, avec le plan d'une villa gallo-romaine qui est projetée au plafond, le bleu l'extérieur, le bleu sombre l'intérieur, on a des passerelles, tout est bien, on a du matériel archéologique au fond dans un musée, mais très franchement, moi, je vois plus le bâtiment qui est tout à fait intéressant que ce que l'on veut montrer. Donc, il me semble qu'il y a quand même là un léger problème, une légère question. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire à la Châtellerault-sur-Loire? On a essayé de faire un auvent de protection de fouille complètement lisse, neutre, qui n'attire pas le regard et qu'on ait vraiment le regard concentré sur le vestige. On essaye de mettre en valeur justement ce que l'on souhaite faire voir. On va faire un petit parcours dans les 3 sites en question. Le musée de Cluny. Donc, le musée de Cluny, c'est tout à fait étrange parce que ce sont des vestiges qui ont été transformés en ruines. C'est-à-dire que c'était des vestiges de bâtiments romains conservés dans des maisons, niveau de conservation absolument remarquable. Et ces vestiges ont été transformés au XIXe siècle en ruines, façon Caracalla romaine. Et aux surprises, ça se dégrade très vite. Donc, on est obligé de les restaurer tous les 20, 30, 40, 50 ans. Et on a été chargé de la dernière restauration, donc on a fait ça du mieux qu'on a pu, mais c'est tout à fait étrange de voir que ce qui s'était très bien conservé pendant 20 siècles, pris dans des maisons, se dégrade très vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de faire des arras sacrificielles dont on parlait tout à l'heure, on intercale les feuilles de plomb, on met des assises en béton de scie, plus ou moins en essayant de faire des choses le moins voyantes possible. Mais indiscutablement, la situation n'est pas totalement satisfaisante et il faudra revenir dessus, pareil, dans quelques dizaines d'années. Alors, ce que l'on peut constater au musée de Cluny, c'est extrêmement important, c'est qu'il y a une partie des éléments romains qui ont été intégrés au musée, en particulier le frigidarium, qui est la plus grande salle voûtée d'Europe du Nord romaine, et puis des vestiges qui ont été transformés en ruines sur la salle extérieure. Tout ce qui est intérieur, c'est très, très bien conservé, et tout ce qui est extérieur se dégrade extrêmement vite et est quasiment dans un état d'abandon, parce qu'il n'y a pas de réelle prise en compte de ces éléments. Donc voilà ces vestiges qu'on essaye de stabiliser comme on peut. Et vous allez voir en bas à droite la salle dite des enduits, donc avec une couverture contemporaine. Et là, une première
Premier élément, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand on aménage un site archéologique que très souvent, l'expédient de chantier qui a marché, il faut le garder et il faut simplement le faire un peu mieux qu'il n'est. Et c'est ce qu'on a cherché à faire. Donc là, des tôles translucides au-dessus de cette salle des enduits romains absolument magnifiques. Et on a essayé de refaire un peu la même chose un peu plus correct. Donc, on a créé une toiture en plomb là où il y avait ces tôles translucides, mais la lumière zénitale nous paraissait extrêmement intéressante sur ces enduits, ce que l'on a essayé de garder avec un joint creux couvert en vitre. Donc, vraiment, je pense que cette idée de dire que les solutions provisoires souvent nous guident pour des solutions définitives est extrêmement importante. Alors, voilà ce musée au cœur de Paris qui se dégrade à vitesse grand V. Et donc, nous étions persuadés, ainsi que les conservateurs du musée, que la seule solution à terme, c'est celle-là, ce sont des images de synthèse, c'est de couvrir certaines salles et on arrive à retrouver des grandes salles tout à fait somptueuses et qui permettraient quand même d'avoir une bien meilleure conservation à long terme de ces vestiges romains. Mais très curieusement, ici, on est sur un site où se rencontrent 3 chapelles du patrimoine, les musées, les monuments historiques et les archéologues, et tous ces gens-là ont du mal à s'entendre. Alors, un projet de couverture des vestiges était passé en commission nationale et il avait été dit d'accord pour les couvrir à condition que ça ne serve à rien. Or, c'est totalement absurde. Il est évident que s'il y a une grande salle, ça servira immédiatement au musée et il est évident aussi que le musée Cluny entretiendra ces lieux s'ils servent à quelque chose. Donc, voilà, on voit bien là la difficulté parfois à se parler entre chapelles, spécialités voisines mais un peu différentes. Le jardin de Cybèle. Alors, le jardin de Cybèle, on a répondu à une consultation, c'est tout à fait curieux. On a une demande où l'archéologie ne figure pas. Pas d'études archéologiques, pas d'archéologue majeur qui nous dit, ben voilà, je voudrais ça et ça. En fait, on a une ville qui a un jardin qu'on pourrait dire à motif archéologique et qui souhaite l'améliorer. Donc, voilà les 2 portes du forum à gauche, les vestiges à droite, des jeux d'enfants qui ont été insérés dans les vestiges. Et voilà la proposition qu'on a pu faire, c'est-à-dire un aménagement où on essaye de prolonger une salle d'assemblée, un petit théâtre en théâtre de verdure, où on essaye de garder les différentes terrasses romaines dans la partie droite qui ont été ressorties, mais on essaye de structurer un peu ça, d'arranger un peu ça. On essaye surtout de créer 2 grandes circulations, donc un grand escalier qu'on a ici sur une ancienne rue romaine, grand escalier qui relie 2 quartiers, parce que la caractéristique de ce jardin, c'est d'être entre 2 quartiers, mais surtout de ne pas être fermé. C'est un lieu ouvert au plus, comme une rue. Et puis, on a essayé également de créer une circulation périphérique qui permet aux personnes à mobilité réduite, en situation de handicap, de franchir un dénivelé relativement important. Donc voilà, en fait, on peut dire des aménagements à la marge d'un site qui fonctionne au jour le jour, très bien. Donc voilà ce site au jour le jour, c'est tout à fait extraordinaire. En haut, moi, je me crois au Moyen-Orient. À droite et en bas, on a les enfants des écoles qui viennent pique-niquer sur les vestiges, qui viennent prendre le soleil, jouer. Quelques personnes viennent lire et je trouve que cette familiarité spontanée avec des éléments romains est absolument extraordinaire et c'est certainement une chose qu'il faut complètement garder et encourager. Il est assez étonnant de voir qu'une ville n'a pas trop peur de voir les enfants chuter du haut de 3 blocs, mais c'est très bien comme ça et manifestement, les élus souhaitent que ça dure. Donc voilà ce site dans l'état actuel où il est, avec ce très beau mur en bas à gauche qui est là une véritable ruine. Donc on a un mélange de ruines et de vestiges, d'éléments qui ont toujours été là et d'éléments dégagés. On a même une voie romaine en bas à droite qui, d'après les archéologues, serait une fausse voie romaine, mais peu importe, elle est extrêmement intéressante et poétique et je pense que maintenant elle appartient à l'histoire. Donc voilà le projet. En bas c'est avant, en haut c'est après. Donc l'arrivée d'une circulation périphérique accessible aux personnes à mobilité réduite et puis les jeux d'enfants qu'on essaye de faire remonter un peu dans les terrasses en structurant un peu la question. Un autre partie du site, on est là devant les portes romaines tout à fait extraordinaires. Donc, on a souhaité accentuer le côté ruine romantique en essayant de planter l'ensemble et de garder, d'encourager le contraste entre les herbes et puis les pierres anciennes. Et puis surtout, l'élément que vous avez en haut, au milieu, qui est le square Vassique, une espèce d'intrusion de la ville moderne, on peut dire, dans le site archéologique, de le retourner avec des gradins pour encourager la contemplation de cet ensemble absolument remarquable. Et
On souhaitait simplement retourner ce lieu parce que de ce lieu, on a une vue et une perception tout à fait intéressante des vestiges archéologiques. Alors, on en arrive au projet qui nous a occupé pas mal, c'est le site de la Charité-sur-Loire. Alors, la Charité-sur-Loire, en 1974, on crée un centre social et premier coup de pioche, on tombe sur des vestiges d'abside romane tout à fait étonnantes dans un très grand site. Donc, la Charité, c'est un très grand monastère tunisien sur un plan qui ressemble un peu à un plan de Saint-Gall, quelque chose de considérable, un prieuré qui a été reconstruit sur lui-même plusieurs fois, et puis tout d'un coup apparaît une église dont on ne connaissait pas l'existence, qui a fini par être identifiée, c'est l'église Saint-Laurent, qui servait à la liturgie des morts. Donc on avait le chevet ici, là, comme il apparaît, et puis elle allait jusqu'au prieuré, elle était très grande et très longue. Et puis au milieu, très intéressant, on voit un mail du 18 ou 19e siècle qui traversait complètement le site et dont les Charitois avaient la mémoire et la nostalgie parce que pendant 25 ans, ils ont eu affaire à une espèce de terrain vague. On a vraiment l'impression d'un bombardement qui ne leur plaisait pas trop. Donc voilà la découverte remarquable de l'apparition de ces vestiges d'abside. Et puis alors, là, comme à Cluny, s'est passé une chose, c'est que mon prédécesseur, Bernard Colette, a protégé immédiatement ces vestiges. Il a fait un parapluie extrêmement simple d'échafaudage avec des tôles. Et ce parapluie a très, très bien préservé les vestiges puisque 25 ans après, ils étaient absolument impeccables. Donc là encore, bien comprendre que des expédients de chantier, parfois, sont vraiment la source d'un projet. Donc, on a gardé exactement la hauteur du parapluie, on a gardé exactement son emprise, on a simplement essayé de faire un petit peu moins prégnant dans le site, un peu plus discret. Et donc, voilà, maintenant, on a un auvent qui protège ces vestiges et le site a été aménagé. Alors, pour aménager ce site, on a beaucoup regardé photographies anciennes, en particulier celle-là, où on voit que tout était structuré par de grands murs de terrasse, de grands murs de soutènement, et ces murs avaient été malencontreusement éventrés. Une amorce d'aménagement avait été faite, on avait créé des murs en béton bouchardé autour de vestiges, on avait créé un théâtre de plein air, et ce qui nous semblait, je dis nous parce que d'entrée de jeu à la Charité, j'ai eu la chance de tomber sur un certain nombre de personnes qui étaient à peu près sur la même longueur d'onde, en particulier un chargé de patrimoine qui s'appelle Luc Jolivel. On trouvait que les aménagements prenaient un peu le pas sur le vestige lui-même qui devenait totalement informe. Donc, on a pris le parti de reconstituer complètement le mur qui avait disparu, d'enlever ces murs en béton bouchardé, d'enlever le théâtre, en gros, de simplifier. Donc, voilà ce mur. Tout ce mur, vous voyez là, c'est du 21e siècle. Et puis, la petite abside qui existait, elle est là. On a fait tourner le mur autour, hein, donc une petite... quelque chose d'un peu différent par rapport au mur qu'on devait avoir au 19e siècle. Mais voilà, on essaye de faire quelques compromis pour arriver à quelque chose de relativement simple. De même, on avait une terrasse qui avait été construite, qui était extrêmement importante en vision panoramique sur le site avec ce magnifique garde-corps métallique. Et il nous semblait là aussi que la terrasse et son garde-corps prenaient le pas complètement sur ce qu'il y avait à voir sur le vestige qui, lui, est un peu informe. Donc, on a imaginé un temps de la démolir, mais c'est quand même compliqué. Donc, on s'est dit, plutôt, avec peu de moyens, on va simplement l'enterrer, faire une petite haie, signifier qu'on reste en haut et qu'on ne va pas en bas, et que ce qui est important à voir, c'est ce que l'on a en face. Donc, toujours la recherche de moyens extrêmement simples pour avancer. Mais à la Charité-sur-Loire, on n'a jamais perdu de vue que la vraie vedette, c'est l'église Notre-Dame, une des plus grandes églises romanes de la chrétienté, quelque chose de remarquable. Un chevet qu'on voit là de façon tout à fait exceptionnelle par le dessus, dans une pente, et c'est beaucoup plus important que tout ce qu'on peut voir en matière d'archéologie. L'archéologie, là, est intéressante dans la mesure où elle nous informe un peu sur la forme générale qu'on peut voir encore aujourd'hui de ce grand monastère. Donc voilà le monastère et l'église qu'on peut voir de la partie haute du terrain à travers notre auvent de protection des fouilles. Le projet, le voilà. Le projet consistait à dire, dans la partie haute du terrain, on reconstitue un sol moderne, on vit en plus près des vestiges. Ce sol moderne, il est en terre stabilisée, on retrouve des arbres qui rappellent un peu le mail qui traversait le terrain au milieu. Ça devient un site qui permet de passer d'un quartier à l'autre. Et puis, toute la partie archéologique,
la partie basse, sous l'église, on remblait tout ce qui est au-dessus, on garde juste la petite abside, et puis toute la partie basse, on laisse au naturel, dans un état relativement archéologique, naturel, on plante de l'herbe et on n'y touche plus. Alors, voilà le mur de soutènement qui enserre les vestiges en cours de construction, donc un béton de site, un béton d'une couleur à peu près correcte, qu'on a essayé de définir dans la partie haute du terrain. Et donc, on va remblayer complètement la partie haute du terrain. Et ce qui était un espèce de pente un peu informe, ben, on en fait quelque chose qui a une forme, qui est plat et qui va permettre de redécouvrir le vestige, un peu comme les archéologues l'ont découvert au départ. Cette découverte, cette surprise me paraît là relativement important. Et c'est très belles absides. Hein. Il a été un temps envisagé d'ailleurs de faire une anastylose complète du chevet roman. Ça ne nous plaisait pas du tout. On s'est dit non, on va garder le vestige comme il est, on va le garder dans son authenticité, on ne va pas le bidouiller et on va au contraire essayer de le mettre en valeur, de lui créer un écrin pour pouvoir prendre conscience de cet élément. Et l'irrégularité de l'élément, on en prend conscience quand on a des lignes géométriques relativement simples autour. Alors, on est venu prendre avec l'auvent des appuis, 2 appuis sur les vestiges. Ce sont de simples appuis, il n'y a pas de pieux dessous, mais c'était nécessaire pour la stabilité de notre auvent. Alors, voilà, on voit bien les lignes géométriques de l'entourage, les lignes géométriques, on pourrait dire 18, 19e, 20e, 21e siècle, et puis au milieu, ce vestige roman qui, par son irrégularité, son côté flou, prend tout d'un coup un relief assez singulier. Voilà une vue prise de la tour de l'église, la tour de croisée. Donc la partie haute avec ces terrasses successives qui descendent dans la partie gauche, qui est, on pourrait dire, le sol moderne, le sol du XXIe siècle, et puis la partie archéologique, qui serait la partie en herbe et qui retrouve l'ancienne pente, l'ancien talweg du terrain. Enfin, on crée quelques issues adventices pour qu'on puisse passer d'un quartier à l'autre, des choses qui n'existaient pas, mais on essaye de faire en sorte que la découverte du site puisse se faire et de favoriser tout ce qui est parcours, découverte, passage d'un espace à l'autre, mais en même temps, conservation des murs, conservation des cloisonnements, même s'ils sont récents. Alors, ce qui est intéressant dans cet aménagement archéologique, c'est que, en fait, il nous donne une trame, il nous donne une ligne de mur, et tout d'un coup, on comprend pourquoi la chapelle absidale est orthogonale et non pas circulaire comme les autres, parce qu'elle s'adossait simplement à un espèce de grand couloir de circulation qui reliait 2 secteurs du monastère. Cette grande église Saint-Jacques venait jusqu'au monastère qui se situe à droite de notre photo. Alors, ce qui est tout à fait intéressant et agréable, c'est de voir que finalement, les quelques restes ténus de peinture qu'on pouvait retrouver sur cet élément roman se conservent très bien. Évidemment, ils ont été refixés, mais 25 ans après, ils sont encore là dans un état remarquable. Et donc, simplement couvrir un élément et le laisser à l'air, c'est très bien. Il n'y a pas forcément besoin de le fermer, de le climatiser. Donc, à quoi ça sert l'archéologie? L'archéologie, à mon avis, l'aménagement d'un site archéologique ne marche que s'il peut servir un peu à autre chose. Et c'est le cas à la Charité-sur-Loire, c'est une ville où il y a de nombreux festivals. Et alors que ce lieu, le secteur archéologique dans ce grand aménagement est plus ou moins interdit, il n'y a pas de panneau d'interdiction, mais il y a des haies, il y a des petites barrières, on sent qu'on n'y va pas de façon habituelle, devient au contraire un lieu de réunion, de rassemblement, voire de spectacle, quand il y a des animations, des cérémonies, des festivals. Il y a beaucoup de festivals à Charité, en particulier le festival du mot autour de l'Ascension, et c'est le cas en bas à gauche, où on a des personnalités. On a vu Stéphane Hessel venir parler à cet emplacement, c'est tout à fait remarquable. Puis on voit aussi en bas à droite que les enfants occupent l'espace de façon assez spontanée, et j'ai pu constater à la Charité combien les Charitois avaient une familiarité tout à fait étonnante avec le patrimoine, qui n'est pas une familiarité savante, mais qui est une familiarité sensible, et je pense que c'est ça qu'il faut encourager. Alors, un choix qu'on a fait à la Charité, et là, on était tout à fait d'accord avec les différents acteurs locaux, c'est qu'on ne voulait pas de signalétique, pas d'explication, pas de prêchi-prêcha, pas de pédagogie. On voulait simplement que les gens puissent découvrir un lieu
et se faire leur propre opinion. Ça n'empêche pas d'avoir évidemment des brochures, force livres, centres d'interprétation du patrimoine, etc. Mais on souhaitait absolument que ça soit dissocié et que finalement, on puisse vibrer un peu à ce qu'on découvre sans être immédiatement dans quelque chose d'académique. Alors, surprise et surprise, cet auvent archéologique qui avait été mis là uniquement pour protéger les vestiges est devenu une conque sonore et ça marche très bien. Donc, quand il y a des concerts, des spectacles, la scène se porte tout naturellement à cet emplacement et c'est quelque chose d'important finalement de voir que dans des projets, il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues et ce sont ces choses-là qui permettent en fait qui leur permettent de vivre à long terme parce que l'archéologie est tout à fait insuffisante à créer suffisamment d'intérêt pour qu'on vienne entretenir tous ces éléments. Alors, pour conclure, je voudrais parler de quelques éléments qui sont souvent impensés de l'archéologie. D'une part, il faut se dire que l'archéologie, très souvent, il y a quelqu'un qui a la légitimité. Alors, ce quelqu'un, ça peut être un archéologue, ça peut être un amateur, ça peut être un élu, mais il y a quelqu'un qui est moteur. Quand on n'a pas de personne moteur dans un site sur le plan archéologique, il ne se passe pas forcément grand-chose. Pour en revenir au musée de Cluny dont on parlait tout à l'heure, toute la zone du musée de Cluny qui est près du boulevard Saint-Michel, on est un peu entre deux. On sent que ce n'est pas totalement investi par le musée, ce n'est pas totalement investi par les archéologues, ça n'intéresse pas vraiment le ministère de la Culture, donc on est dans une zone un peu grise et ça pose un problème insurmontable. Ici, par exemple, à Châtelet-sur-Loire, on avait un certain nombre de personnes moteurs et leaders. On avait un maire très, très dynamique qui faisait complètement confiance à son chargé de mission patrimoine. On a pu former une équipe, on a été soutenu par une conservation régionale des monuments historiques tout à fait remarquable. Et c'est donc comme ça qu'un site peut être engagé. À Vienne, la légitimité, c'est une légitimité des élus, c'est une légitimité de jardin, d'occupation. Là aussi, on n'a pas vraiment une parole archéologique très forte. Donc, qui a la légitimité? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Ça me paraît des questions absolument fondamentales. Deuxième élément, l'impensé de l'archéologie, c'est en général l'entretien. On est capable de dépenser des sommes tout à fait majeures pour créer un aménagement. On est rarement capable d'entretenir. L'entretenir tous les jours, balayer, planter, s'occuper des plantations. Et puis, entretenir les vestiges se dégradent. Il faut tous les 5-10 ans revenir, recéler 3 pierres, faire quelque chose. Et en général, on n'a pas en France cette gymnastique d'un entretien constant, prendre soin d'eux. Et c'est comme ça qu'on voit des sites qui dégénèrent. On parlait tout à l'heure du site de la cathédrale qui est à côté de la cathédrale de Lyon, où on a des choses tout à fait remarquables. On sait que ce sont des édifices qu'on a vus dans beaucoup de livres tout à fait intéressants sur le début de l'architecture chrétienne en France. Mais ce site est complètement dégradé et aujourd'hui irregardable. Donc voilà, se poser la question vraiment, qu'est-ce que peut devenir un site? Et qu'est-ce que ce sera dans 20 ans, 30 ans? Qu'est-ce que ce sera quand la passion sera un peu retombée? Quand les différents leaders d'opinion et les gens intéressés qui ont la flamme seront partis? Qu'est-ce que ça va devenir? Est-ce que ça va résister par lui-même? Voilà. Un site qui ne résiste pas par lui-même, à mon avis, c'est mal parti. Merci.